Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, respirez, écoutez. Ce récit ne vous demandera pas de croire, seulement d'écouter, de ressentir. Ce que vous allez entendre n'est ni totalement mythe, ni entièrement vérité. C'est un entrelac de récits anciens, de récits oubliés, d'hypothèses enracinées, de silence aussi. Et si parfois les faits se confondent avec les croyances, c'est que les hommes depuis toujours tentent de bâtir du sens là où il n'y a que vertige. Savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà comprendre. Aujourd'hui, nous marchons dans les pas d'un nom devenu légende. Arthur. Roi, héros, symbole, instrument. Ce récit est celui de Brocéliande et ses brumes, de ses sortilèges, mais surtout du lien intime, troublant entre cette forêt et la naissance d'un mythe les plus tenaces de notre culture occidentale. Un mythe si puissant qu'il a contaminé l'histoire. Ce n'est pas un conte, c'est une enquête, une immersion, une tentative de voir clair là où tout a été volontairement noyé dans l'ombre. Brocéliande, le nom lui-même tremble de mystère. À l'origine, cette forêt s'appelle Pimpon, une désignation typonymique bien réelle, encore utilisée aujourd'hui sur les cartes officielles. Mais dès le Moyen-Âge, les récits mythiques ont transformé ce nom en Brocéliande, probablement pour lui donner une aura plus ancienne, plus ésotérique. Le terme pourrait venir du latin brocelium, signifiant petite forêt ou bois fermé, auquel on aurait ajouté la terminaison ande, pour accentuer sa musicalité, son étrangeté. D'autres philosophes pensent que l'origine est plus obscure, mêlant le celte ancien et des déformations successives à travers les siècles, transformant une forêt réelle en un territoire imaginaire. Ainsi, Pimpon est le sol, Brocéliande le rêve. Cette forêt, ou ce qu'il en reste, se situe aujourd'hui au cœur de la Bretagne, dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Mais attention, Brocéliande n'a jamais été une simple forêt. Elle est un palimpseste, un espace réel habité par l'imaginaire, un lieu frontière entre le monde tangible et les légendes profondes. Elle fut autrefois appelée forêt de Pimpon. Mais le nom de Brocéliande a survécu à toutes les réécritures. Certains racontent que le nom même a été ravivé au XIIe siècle par la plume de Wace et de Chrétien de Troyes pour nourrir les récits arthuriens. Une forêt banale est devenue un sanctuaire de l'invisible. Et au cœur de ce sanctuaire, la légende d'un enfant qu'on appelait à l'origine Arthurius. Nom d'inspiration romaine, peut-être issu d'un ancien commandement militaire brito-romain, peut-être pur fantasme. Ce nom évoluera au fil des langues. Artus, Arthur, Arzour en breton. Mais ce n'est pas un nom qui fait un roi, c'est un récit. Et celui-ci débute ici. Dès les premiers récits médiévaux, Brocéliande est associée à l'étrange, au merveilleux, à l'inaccessible. Chrétien de Troyes y place des épisodes de ses romans arthuriens. Mais ces récits s'appuient déjà sur des croyances orales, bien antérieures. On parle de fontaines au pouvoir prophétique, d'arbres gardiens, de pierres levées qui murmurent la nuit, et de femmes au visage flou surgissant de l'eau. Alors, sociologiquement, Brocéliande n'est pas un décor. C'est un lieu initiatique, celui où l'on entre pour se perdre, pour renaître autrement. Dans une époque médiévale marquée par les épidémies, les guerres et la foi, ces forêts étaient autant de refuges que de repoussoirs. Et le peuple projetait ses angoisses comme ses espérances dans ses bois d'or. Alors Arthur est-il né ici? Pas au sens biologique, mais au sens symbolique. Il est né là, dans cette matrice mystique, car tout commence ici.
Arthur ne devait pas exister. Du moins, pas comme il est devenu. Les textes les plus anciens évoquent un enfant né d'une manipulation orchestrée par Merlin, le druide, le mage, ou l'ingénieur social. Selon les versions, Uther Pendragon, roi brutal, désire la femme d'un autre, Ygraine, l'épouse du duc de Cornouailles. Merlin propose un pacte. Il donnera à Uther l'apparence du duc pour qu'il puisse s'unir à Ygraine. Mais en échange, l'enfant issu de cette union devra lui être confié. Pourquoi Merlin fait-il ceci? Pour servir un plan, mais pas un plan divin. Il n'est pas prophète, mais un plan peut-être politique. Créer un roi qui ne serait redevable à aucune lignée. Un être d'exception né du mensonge, porteur d'un ordre nouveau. Dès sa naissance, Arthur est arraché à sa mère, Ygraine, dans le plus grand secret. Il est confié à un homme simple, mais loyal, Sir Hector, chevalier discret, éloigné du cercle du pouvoir, élevé comme un fils parmi les paysans et les petits nobles. Arthur grandit sans connaître ni son sang, ni le poids du destin qui l'attend. Il partage le quotidien du jeune Kay, fils d'Hector, qui deviendra son frère adoptif, et découvre le monde avec des yeux vierges d'ambition, mais cette innocence cache une fracture. Il est un enfant roi, élevé comme un roturier, un fils du mensonge formé dans l'oubli. Cette dissimulation n'est pas anodine, elle le protège ou le conditionne. Arthur est dès l'enfance un être entre deux mondes, celui des humbles et celui des puissants, celui des vérités crues et celui des récits fabriqués. Ici encore, les récits fluctuent. Certains textes affirment qu'il grandit en Bretagne, d'autres en Angleterre. Peu importe, ce qui compte, c'est cette idée récurrente. Arthur est un être caché, un enfant du secret. Et puis vient l'épreuve, l'épée dans la pierre, un symbole puissant, presque surhumain. Pourquoi cette épreuve? Pourquoi faire croire que seul un homme prédestiné pourrait extraire l'arme du roc? Certains y voient la métaphore d'un pouvoir que l'on ne peut acquérir par la force ou par la naissance, mais uniquement par un appel supérieur ou une légitimité mystique. Merlin y place l'épée là, non pour le tester, mais pour révéler un destin. Mais est-ce bien la vraie Excalibur? Là, les questions divisent encore. Dans certains textes, l'épée tirée de la pierre est bel et bien Excalibur. Dans d'autres, ce n'est qu'une première arme, un signe de reconnaissance au droit royal. Tandis que la véritable Excalibur, l'épée sacrée enchantée, est celle que Viviane offre à Arthur depuis les eaux. Deux récits s'entrelacent, deux traditions parfois contradictoires, parfois complémentaires. Certains récits anciens situent même l'origine de l'épée dans un rocher sacré, distinct de la fameuse pierre. D'autres parlent d'une épée trouvée dans un sanctuaire oublié, ou encore d'une arme transmise par les mains surnaturelles, fée, prêtresse, entité d'un autre monde. Cette ambiguïté n'est pas une erreur, elle est intentionnelle. Elle reflète une vérité plus profonde. Le pouvoir n'a pas une seule source, ni une seule légitimité. L'épée dans la pierre parle au peuple. Elle est visible, spectaculaire. Et celle du lac parle aux initiés. Elle est mystique, elle est silencieuse. L'une valide l'héritier du royaume des hommes, l'autre l'initie au royaume de l'invisible. Certains récits médiévaux font un lien entre cette seconde épée et un autre chevalier, Galahad, fils de Lancelot. Lors de la quête du Graal, une épée magique, parfois assimilée à Excalibur, ou présentée comme sa sœur jumelle, apparaît dans une pierre flottante, sur une rivière. Seul Galahad, au cœur pur, parviendra à la retirer. À l'image de ce qu'avait accompli Arthur. Ce parallèle entre les deux figures
consacre l'idée que l'épée est un symbole récurrent du mérite caché, du destin, et pas d'un pouvoir imposé. Ainsi, l'épée offerte par Viviane pourrait n'être qu'une manifestation parmi d'autres d'un archétype plus ancien, celui de l'arme sacrée attribuée par le mystère à celui qui ne cherche pas le pouvoir, mais l'équilibre. Dans tous les cas, l'épée est un seuil. Ce n'est pas une arme, c'est une clé. Qui est Merlin? Difficile à cerner tant les versions divergent. Dans les textes gallois les plus anciens, il est appelé Myrdin, parfois décrit comme un barde, parfois comme un fou, ayant perdu l'esprit après avoir été témoin d'un carnage sanglant. On raconte qu'il s'est réfugié dans la forêt, vivant en ermite, parlant aux arbres, fuyant les hommes et leur violence. Mais au fil des siècles, ce personnage se transforme. Dans la littérature arthurienne, il devient Merlin, un conseiller rusé, un manipulateur discret, un homme au pouvoir étrange, druidique pour certains, magique pour d'autres. Il n'est plus un reclus, mais un stratège. Il conçoit des épreuves symboliques, il place l'épée dans la pierre, il guide Uther Pendragon, puis, à son tour, il guide Arthur. Il orchestre plus qu'il ne combat. Merlin devient ainsi un architecte du récit, un passeur entre les mondes, un homme à la frontière entre l'ancien paganisme celtique et le nouvel ordre chrétien. Une figure ambiguë, insaisissable, un faiseur de rois, peut-être, mais jamais roi lui-même. Certains chercheurs voient en lui une figure issue du syncrétisme, entre le druide celte et l'ermite chrétien. Il incarne une sagesse liminale, celle d'un monde ancien qui résiste à l'Église, mais qu'il ne peut ignorer. Merlin agit toujours dans l'ombre. Il ne règne pas, il tire les ficelles. Mais plaçons-nous un instant dans son esprit. A-t-il conçu ce geste comme une simple épreuve symbolique ou comme une tentative de canaliser le chaos du pouvoir à travers un signe indiscutable? Et pourtant, en plaçant cette épée, il a bien créé plus qu'un geste. Il crée une prophétie, un mythe autoréalisateur. Dès lors, a-t-il encore la main sur ce qu'il déclenche? Ou s'est-il laissé submerger par la créature narrative qu'il a lui-même enfantée? La figure de Merlin pose une question cruciale. Un mythe peut-il être contrôlé? Ou bien échappe-t-il toujours à ses créateurs? L'histoire d'Arthur n'est pas une histoire d'hommes seulement. Les femmes y sont bien plus que des personnages secondaires. Elles en sont les architectes invisibles, les forces motrices, les gardiennes des seuils. Viviane, d'abord, que l'on appelle la Dame du Lac. Elle est peut-être l'un des personnages les plus énigmatiques de toute la légende. Elle n'a pas d'origine fixe, pas de lignée claire. Certains disent qu'elle fut une prêtresse initiée aux anciens savoirs druidiques. D'autres la décrivent comme une fée, un esprit de l'eau, une entité à mi-chemin entre le monde des vivants et celui de l'autre monde. C'est elle qui remet Excalibur à Arthur, surgissant des eaux calmes d'un lac qui n'existe sur aucune carte. Cette image, une main féminine émergeant du silence liquide pour offrir l'arme royale, est l'une des plus puissantes de toute la légende. Elle condense à elle seule le lien entre le visible et l'invisible, entre l'autorité du roi et le mystère des forces anciennes. Viviane ne transmet pas une simple arme, elle transmet un droit, une responsabilité, une charge sacrée. L'eau, ici, agit comme un miroir entre deux mondes. Ce qui vient de l'inconscient collectif, du mythe, traverse la surface pour devenir acte politique. C'est ce geste qui fait d'Arthur un roi à part, non désigné par le sang, mais par l'invisible. Viviane, dans tous les cas, est aussi celle qui,
par amour ou par prudence, enferme Merlin dans une prison invisible, une tour d'air sans mur ni porte, un sortilège de silence éternel. Elle est à la fois guide et geôlière, amante et stratège. Pourquoi enfermer Merlin? Était-ce pour empêcher que son savoir soit détourné? Une vengeance? Ou la fin d'un cycle? Viviane agit toujours sans éclat, dans l'ombre. Elle incarne une forme de pouvoir silencieux, fluide, comme l'eau qu'elle habite. Elle ne conquiert pas, elle influence. Puis vient Morgane, tantôt appelée Morgane la fée, tantôt Morgane la sœur. Sa figure évolue d'un texte à l'autre. Fille d'Ygraine et donc demi-sœur d'Arthur, elle est souvent peinte comme l'opposé de Viviane, plus sombre, plus frontale, parfois animée d'une colère ou d'une jalousie. Mais ce portrait est celui que les récits chrétiens ont encore voulu imposer. Dans d'autres traditions, Morgane est une grande prêtresse d'Avalon, détentrice d'un savoir ancien, lié au cycle de la terre, à la guérison, au mystère. Elle est celle qui recueille Arthur blessé après sa dernière bataille, celle qui le ramène ou le garde dans un lieu hors du temps. Elle n'est pas ennemie, elle est gardienne, protectrice d'un équilibre que le monde des hommes menace sans cesse. Ces deux figures, Viviane et Morgane, incarnent deux visages d'un même pouvoir, celui des femmes de l'ombre. Pas les reines officielles, pas les épouses visibles, mais les passeuses, les initiatrices, celles qui détiennent la mémoire d'un monde enfoui. Et elles ne sont pas seules. Les légendes mentionnent d'autres femmes, les fées, des guérisseuses, des divineresses. La fontaine de Barenton à Brocéliande est encore aujourd'hui associée à ces figures. On dit que l'eau y parle. Si on sait écouter, ce sont elles, ces femmes sans nom, qui chuchotent à travers les pierres et les branches. Car dans les légendes arthuriennes, le pouvoir visible est masculin, mais le pouvoir réel, celui qui tisse les fils du récit, est féminin. Et il faut le rappeler sans détour, ce sont les femmes qui ouvrent et ferment le cycle d'Arthur. Viviane est celle qui lui offre l'épée, donc le règne. Morgane est celle qui, à la fin, recueille Arthur mourant pour le mener dans les brumes d'Avalon. Entre les deux, ce sont elles qui guident, protègent, enferment, transmettent. Encore une fois, au désespoir de certains, ce sont bien les femmes qui donnent le là. C'est elles qui fixent le seuil. Et elles ne se battent pas pour le trône, elles en font une architecture invisible. Elles ne parlent pas fort, elles murmurent ce que les siècles retiendront. Elles ne règnent pas au fond, elles règnent dans les ombres, les eaux, le silence, et cela suffit à tout faire tenir. Il y a dans cette légende un autre symbole que l'on oublie parfois, la table ronde. Pas un trône, pas de siège d'or, une table ronde. Elle incarne un idéal, celui d'un pouvoir partagé, d'une parole équitable, d'un royaume où chaque chevalier, roi ou non, a une voix égale. Un cercle qui supprime la hiérarchie. Une utopie dessinée sur bois fragile mais révolutionnaire. Mais que reste-t-il de cette promesse? Rien, ou presque. L'idéal d'un pouvoir circulaire a été récupéré, digéré et retourné par ceux-là même qui prétendaient le servir. L'image de la table ronde, reprise par les monarchies, les empires, les entreprises, est devenue une caution visuelle. Un emblème de façade brandi pour mieux faire taire ceux qu'on n'invite jamais à table. Peut-être était-ce là le rêve de Merlin, ou celui des auteurs du mythe. Inventer un contre-pouvoir symbolique à la brutalité des lignées. Offrir un modèle au peuple, même s'il n'a jamais existé. Une fiction pour rassurer, pour équilibrer. L'image d'un roi venu du mensonge, du pacte
du secret. Mais cette table a-t-elle vraiment existé? A-t-elle jamais accueilli des voix libres? Ou n'était-ce qu'un décor pour masquer l'autorité absolue d'un homme désigné? La table ronde, c'est peut-être la plus belle imposture du mythe. Une illusion d'égalité, servant à faire accepter une dictamonarchie, un pouvoir unique, sacralisé, dissimulé derrière le vernis d'un idéal collectif. Un cercle parfait pour que personne ne voie ce qu'il y a au centre. Voici le paradoxe ultime. Arthur, figure centrale d'un imaginaire collectif, n'a peut-être jamais existé. Aucun document contemporain ne le mentionne. Aucun objet, aucune trace archéologique ne permet de l'identifier formellement. Certains évoquent un chef de guerre brittonique du 5e siècle, un certain Arthurius, meneur de troupes contre les envahisseurs saxons. Mais d'autres y voient une invention pure, une chimère née de la fusion de multiples figures. Il est insaisissable. Et pourtant, sa légende a survécu à toutes les autres. Elle a traversé les siècles, les frontières, les dogmes, les empires. Elle a résisté à l'usure du temps, mieux que bien des fissures réelles. Pourquoi? Parce qu'Arthur n'est pas un roi. C'est une idée, un mythe utile, un outil. Et c'est là que le récit devient dérangeant. Si Arthur n'a pas existé, alors qui a eu intérêt à le faire exister? Pourquoi au XIIe siècle, les auteurs comme Geoffroy de Monmouth ont-ils massivement structuré cette figure, l'intégrant dans une pseudo-histoire officielle? Pourquoi les rois anglais l'ont-ils brandi comme une preuve de légitimité? Pourquoi l'Église elle-même a-t-elle validé certaines versions du cycle arthurien, au détriment d'autres plus païennes? Parce qu'un mythe bien construit vaut tous les traités politiques. Parce qu'un roi légendaire vaut mieux qu'un roi contesté. Parce qu'une épée sortie d'un lac émeut davantage qu'un serment prêté devant les hommes corrompus. Parce qu'il est plus simple de faire croire que le pouvoir vient du ciel que d'admettre qu'il vient de la manipulation. Arthur n'est pas une absence, c'est un leurre, une réponse à des besoins politiques, culturels, identitaires, un miroir tendu au peuple pour leur faire croire à l'ordre, à la justice, à l'unité. Mais derrière le miroir du vide, de l'instrumentalisation, un récit forgé pour masquer l'échec d'autres récits. Et Brocéliande alors? Aujourd'hui, on peut la visiter, on peut marcher sur les sentiers balisés, écouter des guides costumés, raconter des légendes. Mais ce qu'on l'on voit n'est qu'un écho. La véritable Brocéliande est ailleurs. Elle n'est pas dans les strates d'oubli, dans les récits tordus, dans les silences historiques. Elle est dans ce besoin qu'a l'humain d'inventer du sacré, là où il n'y a que des ruines. Arthur n'est peut-être pas né ici, mais c'est ici qu'on a voulu qu'il naisse, car toutes les légendes ont besoin d'un sol, et Brocéliande, sol de brume et de doute, était parfaite pour cela. Alors, Arthur est-il un roi oublié? Une figure composite, une imposture brillante? Cela, nous ne le saurons jamais. Merci d'avoir marché avec moi dans l'ombre des branches. Si ce récit vous a troublé, partagé, interrogé, alors il a rempli sa mission. Abonne-toi pour que d'autres récits qui éclairent sans prétendre savoir, laissez vos doutes dans les commentaires, vos hypothèses, vos silences aussi. Parce qu'on ne sait qu'on ne sait rien. Et c'est cela qui nous rend lucides. Je visualise le caillou dans l'eau. J'ai l'impression de faire partie d'un tout. Moi, le caillou, le fil, le lac, le ciel, c'est entier. Vous comprenez? C'est bien fini. C'est pour ça, moi je me dis, c'est dans ces moments-là qu'on peut bien comprendre des trucs. Vous prenez pour un con, non?